Éric Morillo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Dernier jour de confinement, cette semaine encore, je serai dans un instant en direct à distance avec notre invité pour parler sans tabou de l'actualité. Une actualité comme toujours essentiellement dominée par cette pandémie du Covid-19 et une gestion par les pouvoirs publics qui chaque semaine suscite plus d'interrogations et de critiques. Un mot également pour vous remercier. Vous êtes chaque dimanche plus nombreux à nous écouter, que ce soit en direct sur Sud Radio, mais aussi à nous voir en live ou en replay depuis la playlist des Incorrectibles sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Les Incorrectibles. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Alors, je le disais, en ce 55e et tant attendu dernier jour de confinement, notre invité est à la fois homme politique, cardiologue et professeur de médecine, où il a enseigné à Harvard Medical School de 2016 à 2018, ancien ministre de la Culture, des Affaires étrangères, mais surtout de la Santé. Il a été aussi maire de Lourdes et de Toulouse, et puis bien sûr, il a été de 2008 à 2017 secrétaire général adjoint des Nations Unies, au sein desquels il a créé depuis quelque temps un fonds qui s'appelle Unique Life et qui est chargé de lutter contre la malnutrition des enfants les plus pauvres de la planète. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Alors l'actualité de la semaine, c'est bien sûr et toujours le déconfinement qui s'annonce et qui va démarrer demain. Philippe Douste-Blazy, vous êtes plutôt serein ou anxieux à la veille de ce jour tant attendu par beaucoup de Français ? D'abord, je pense que enfin notre pays est assez prêt, à la fois en termes de masques, de tests, d'organisation, je dirais, sanitaire, en termes d'épidémiologie, de santé publique, de prévention. Et donc, oui, il fallait de toute façon que cette journée du 11 mai se passe. Par contre, je pense qu'il est extrêmement important d'être en distanciation physique, de porter le masque le plus possible. Plus on le met, mieux c'est. Personnellement, je le mettrai le matin et je l'enlèverai le soir. Je pense qu'il est très important de regarder ce qui se passe à l'extérieur, en particulier en Allemagne cette semaine. Attention, ce n'est pas gagné. Oui, alors justement, vous disiez, qu'est-ce que vous entendez par assez prêt ? Il n'est pas tout à fait prêt, il est prêt ou pas le gouvernement par rapport à cette journée de déconfinement ? Alors, c'est très simple. Alors, en réalité, on va parler certainement pendant l'émission de ce qui s'est passé en France depuis 2 mois et demi, sur le fait que l'on ait 5 fois plus de mortalité qu'en Allemagne, par exemple. Bon. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les choses sont en place. C'est-à-dire que ce que nous demandions, c'est-à-dire des équipes mobiles, ce que certains ont appelé au gouvernement les brigades d'anges gardiens, c'est-à-dire ces équipes mobiles qui sont capables d'aller là où on détecte un foyer. C'est arrivé 2 fois dans les 48 dernières heures, dont 1 fois après un enterrement en Dordogne. Et là, on a vu que l'Agence régionale de santé dépêchait immédiatement des médecins, mais aussi des enquêteurs, pour savoir quelles sont les personnes qui ont été touchées et quelles sont les personnes contacts. C'est exactement ce qu'on a fait au début de l'épidémie en France, de manière très efficace, en particulier à Contamine-Montjoie en Savoie. Et là, il faut être vraiment sur le terrain. Donc là, je crois que nous sommes prêts, mais il faut le faire essentiellement dans les endroits où l'épidémie frappe encore un peu, c'est-à-dire où la propagation du virus est la plus forte, c'est-à-dire essentiellement dans le Grand Est, en Île-de-France, et en particulier en Seine-Saint-Denis, et puis 18 et 19e arrondissement de Paris. Alors pour les auditeurs de Sud Radio, on va rappeler que vous avez exposé lors de précédentes interviews votre triptyque idéal: tester, rechercher la charge virale et traiter pour assurer la sécurité sanitaire des Français dans les semaines à venir. Les annonces du gouvernement, elles vous semblent aller dans ce sens aujourd'hui? Pour vous, on le rappelle, le gros ratage dans cette crise, ça a été le dépistage. On aurait dû tester, vous le rappeliez, massivement la population comme cela a été fait en Allemagne, vous le disiez. Oui, c'est-à-dire que c'est assez simple au fond pour les médecins qui connaissent ces sujets-là. Il faut se poser 3 questions. La première question, est-ce qu'on connaît le microbe? La réponse est oui. Les Chinois nous ont immédiatement, d'ailleurs c'est l'occasion de dire que la science en Chine, des scientifiques en Chine ont fait des progrès considérables en 15 ans. Ils nous ont donné en 1 mois la carte génétique du virus. Donc
oui, on sait, c'est un coronavirus, le SARS-CoV-2, on connaît la génétique. 2, est-ce qu'on est capable de le tester? La réponse est oui, on sait le tester. 3, est-ce qu'il faut aller vite ou pas? Autrement dit, est-ce qu'il est très contagieux et est-ce que c'est sévère? La réponse est oui. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution qu'il fallait avoir, c'est ce qu'ont fait Hong Kong, Taïwan, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Canada, c'est-à-dire tester très massivement la population pour rechercher le plus vite possible, pour trouver le plus vite possible les cas précoces et les isoler, les mettre à part, soit dans des hôtels vides, soit dans des hôpitaux uniquement faits pour ça, mais surtout leur dire, vous mettez un masque, vous restez dans votre chambre et vous ne voyez personne dans la famille, c'est-à-dire les isoler. Et à ce moment-là, vous cassez la contamination et vous évitez même le confinement. Je pense qu'on aurait pu même éviter un confinement strict, le faire un peu à la suédoise ou même à l'allemande, c'est-à-dire, oui, c'est un confinement, mais enfin, ça n'a pas été quand même non plus un risque d'effondrement économique. Alors justement, on va rentrer dans le détail de cette politique sanitaire, mais j'aimerais quand même revenir en détail sur cette pénurie de tests. Pourquoi elle a eu lieu en France, selon vous? Alors ça, c'est extrêmement intéressant et c'est une question très, très, très importante. En fait, nous sommes un des pays au monde à avoir le plus de tests. On appelle ça ces tests PCR, Polymerase Chain Reaction. Ce sont des tests où on vous met un écouvillon dans le nez qui rentre un peu jusqu'au nasopharynx. C'est pas très agréable, mais vous savez ce jour-là si vous avez ou si vous n'avez pas le virus. Alors, il y a 30% de faux négatifs, mais c'est quand même un test qui est très important. Alors, nous sommes un des pays les mieux équipés. Simplement, le ministère de la Santé a décidé de référencer uniquement certains laboratoires qui étaient essentiellement dans les hôpitaux. Mais oublions que 60% des laboratoires d'analyse sont dans le privé. Et oublions aussi que dans les unités de recherche comme l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à Toulouse, à Bordeaux, il y a énormément d'unités INSERM, CNRS, INRIA, les vétos, les vétérinaires qui sont parmi les meilleurs vétérinaires du monde, ont des machines PCR. Et bien ceux-là, ils ont dit, mais pourquoi vous servez pas de nous? Et ils n'ont même pas eu de réponse de la part du ministère de la Santé. Résultat, on a eu très peu de tests au début, on n'a pas pu tester les cas précoces, et donc, à la différence de l'Allemagne, de Hong Kong, du Danemark, du Canada, etc., nous n'avons pas testé, alors que nous avions les appareils. Donc maintenant, tout ça a été, au bout de 2 mois, arrangé, et nous sommes prêts. Et ces tests, ils sont fiables? Vous pouvez nous le confirmer aujourd'hui? Ah oui, alors les tests virologiques sont fiables, mais il y a, quand on dit fiable, c'est 70%. Quand on vous dit que vous êtes positif, c'est sûr, mais il y a 30% de cas où on peut vous dire que vous êtes négatif alors que vous êtes positif. Évidemment, ça peut paraître beaucoup dans une société où on veut le risque zéro, mais c'est extrêmement important de le faire. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on trouve un cas positif, alors immédiatement, on doit d'abord le mettre à l'isolement, en quarantaine, en quatorzaine, pendant 14 jours, et discuter avec lui, savoir s'il accepte ou pas d'aller dans un isolement, dans un hôtel, par exemple. Ça s'est fait à Perpignan, de manière exemplaire d'ailleurs, depuis 1 mois et demi. Et puis surtout, il faut tester la famille. Et moi, vous voyez, j'ai fait partie, quand il y a eu le début de cette crise, j'ai fait partie des médecins qui ont dit « Bon, je ne vais pas rester confiné à la maison sans rien faire, je suis médecin, je me suis inscrit à la réserve sanitaire. » C'est-à-dire les médecins qui ne sont pas d'exercice et qui veulent aider leurs jeunes confrères. Et donc, on m'a mis au 15, c'est-à-dire à la régulation du SAMU, où j'avais toute la journée des gens qui appelaient. Donc, j'avais 5 heures, 6 heures, 7 heures à la suite. J'avais des gens qui, la plupart du temps, avaient le Covid, qui me disaient qu'ils avaient mal à la tête, qu'ils avaient des courbatures, qu'ils avaient la fièvre, qu'ils étaient très fatigués, ils toussaient. Et moi, mon rôle, c'était de savoir si je les laissais à la maison ou si je les amenais à l'hôpital ou si on amenait le SAMU. Et la plupart du temps, on leur disait, écoutez, vous avez le Covid, restez chez vous.
parce que de toute façon, on n'a pas de test, donc ça ne servira à rien. Restez chez vous, et si jamais ça ne va pas, vous nous rappelez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur disait, restez chez vous, mais s'ils avaient 5-6 personnes autour d'eux, ça veut dire qu'ils ont contaminé 5 ou 6 personnes. Et donc, c'est ça qu'on a fait dans ce pays. On n'a pas, parce que nous manquions de tests et de politique d'isolement, nous avons laissé ce qu'on appelle les chaînes de contamination intrafamiliale s'organiser, alors qu'en Allemagne, pendant ce temps, les gens il y avait des drives, on appelle même à Heidelberg, une ville allemande, il y avait ce qu'on appelait des Corona-taxis, c'est-à-dire des gens qui arrivaient en voiture dans le quartier, qui sonnaient aux sonnettes, ils disaient « Descendez, on va vous faire un test », et dès l'instant où j'étais positif, on les isolait. Et donc, on le rappelle, donc selon vous, il faut tester tout le monde, hein, pas que les personnes symptomatiques. Ça nous ferait courir un danger de recontamination massive? Alors, attention, il faut bien comprendre. Évidemment, tester 69 millions de Français, ça ne veut rien dire, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est impossible. Et deuxièmement, parce que même si vous êtes négatif un lundi, vous pouvez être positif le mercredi. Donc, il faudrait le faire sans arrêt. Donc ça, je crois par contre que ce n'est pas possible. À l'inverse, ce qu'il faut avoir, c'est dire aux gens qui ont des problèmes de douleur à la tête, des courbatures, qui peuvent être susceptibles d'avoir le Covid, tout de suite d'être testés et ensuite de parler avec eux. Mais il faut que ce soit un médecin, un soignant, il ne faut pas que ce soit un administratif de l'assurance maladie qui ne soit pas médecin. Il faut que ce soit une infirmière, il faut que ce soit quelqu'un qui a l'habitude d'avoir cette discussion de confiance avec le soignant, de dire qui avez-vous vu depuis 15 jours 20, 30, 40 personnes? Est-ce que vous êtes allé à un dîner, un repas? Est-ce que vous avez enfreint à un moment donné le confinement ou pas? Et là, en discutant en confiance, ensuite, on a 30 personnes avec le 06, le mobile, et on les appelle et on les teste. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce que je n'ai pas dit depuis le début et qui est peut-être le plus important, c'est que vous avez deux courbes qui sont totalement inverses. Plus vous testez, plus la mortalité baisse. Plus vous testez, plus la mortalité baisse. Et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne a 5 fois moins de mortalité que la France. C'est la raison pour laquelle l'Islande, qui est un plus petit pays, c'est vrai, qui a testé beaucoup de personnes, a eu 10 fois moins de mortalité que la France. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et médecin, est notre invité jusqu'à 14h. On va parler avec lui de tous ces sujets autour, bien sûr, de la gestion de cette crise sanitaire. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, tout de suite. Les Incorrectibles sont sur Sud Radio. Avec Éric Morillo. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore. Groupe Pelou, partenaire de Oser Investir chaque dimanche matin à 9h45 sur Sud Radio. Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles en direct ce dimanche jusqu'à 14h avec notre invité. Il s'agit de Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, mais aussi médecin. Alors, on a parlé longuement de ces tests à la veille de ce déconfinement tant attendu. J'aimerais à présent qu'on aborde, si vous le voulez bien, Philippe Douste-Blazy, cette polémique autour des masques qui ont tant manqué et qui vont tout d'un coup, comme par magie, inonder les grandes surfaces et les buralistes. On a eu affaire à un véritable scandale sanitaire sur ce sujet-là, selon vous? Alors d'abord, j'ai été moi-même surpris parce que je ne l'avais pas dit, mais vos confrères d'un quotidien du soir ont trouvé le plan que j'avais écrit moi-même en 2004, qui était un plan que j'avais présenté au président Chirac à l'époque, qui était le plan pour préparer notre pays à une pandémie virale. Et donc il y avait tout. Il y avait comment on contrôle les frontières, pourquoi on enferme certaines et pas d'autres, pourquoi il faut réquisitionner l'ensemble des industries textiles pour faire des masques, pour comment on fait des tests, comment on fait une souveraineté européenne pour le vaccin. Enfin bref, il y avait tout. Et je suis extrêmement étonné de voir que, alors que mes successeurs, comme Xavier Bertrand, comme ensuite d'autres personnes, Roselyne Bachelot, ont continué ce plan,
comment, à un moment donné, ce pays a totalement oublié cela et nous n'étions pas prêts. Et il faut le reconnaître, le président de la République lui-même l'a avoué, on n'était pas prêts. Donc en réalité, l'affaire des masques, ce qu'on peut reprocher au fond aujourd'hui, c'est de ne pas avoir dit au départ la vérité. Parce que le masque, c'est d'après une étude récente qui a été faite avec de l'intelligence artificielle, certains Américains ont montré que, avec des milliards de données, c'est le masque qui est l'outil le plus fiable pour diminuer pour protéger en fait de ce virus qui est le coronavirus SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que si tout le monde met un masque, vous avez une diminution de près de 95 à 96% du risque de transmission. Alors, excusez-moi, vous citiez justement tous vos successeurs au ministère de la Santé. Parlons précisément de ce ministère de la Santé qui était dirigé alors par Agnès Buzyn, puisqu'on sait aujourd'hui que dès 2018, il était au courant de l'état des stocks. Est-ce que vous êtes comme beaucoup qui appellent à ce que des comptes soient rendus à l'issue de ce qu'on l'espère rapide, cette pandémie, une fois qu'elle aura eu lieu? Est-ce que vous êtes pour que des comptes soient demandés à l'exécutif? Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé à l'Assemblée nationale, a été très virulent cette semaine en laissant entendre que des projets de loi visant à installer une impunité soient installés. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Oui, j'ai une opinion, bien sûr, très absolument pour moi très fondée sur une chose très simple. Aujourd'hui, nous venons d'avoir plus de 60 000 morts. Demain, je ne sais pas si le système va tenir. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague ou s'il n'y en aura pas. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas, quand on est un responsable politique, on doit être comme dans la guerre, c'est-à-dire devant, sur le front, tous unis pour que ce pays s'en sorte le mieux possible. Par contre, je suis complètement d'accord sur le fait qu'après, en période de calme, une fois que cette crise aura été vaincue par ce grand peuple qui est la France, alors oui, il y aura des commissions d'enquête, bien évidemment, parlementaires, il y aura même, je suis persuadé, des plaintes en justice, et il y aura bien évidemment des explications que nous devrons savoir, parce qu'il n'est pas normal d'avoir commencé cette épidémie avec 117 millions, je crois, ou 160 millions de masques. Il y a d'ailleurs des articles de presse actuellement qui sont absolument sidérants, qui sortent, mais si vous voulez, c'est pas le temps aujourd'hui, c'est pas le moment, ce ne serait pas digne, à mon avis, de le faire maintenant. Maintenant, nous sommes surtout dans un temps sanitaire, un temps de médecine. Nous devons nous préparer à éventuellement une augmentation des cas avec le déconfinement. Je dirais un mot sur les masques que je n'ai pas dit et qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a une partie des soignants qui s'appellent les pharmaciens qui ont été mal, je dirais, traités durant cette crise. Les pharmaciens, c'est des gens qui sont extrêmement importants dans les villes, alors certes les grandes villes, mais surtout les villes moyennes et y compris dans la ruralité. Le pharmacien, c'est quelqu'un qu'on va voir souvent avant le médecin. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait 7 ans ou 8 ans de médecine, de pharmacie. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup de bon sens, qui sait parler aux gens, qui a la confiance des gens. Et donc, je peux comprendre que ces pharmaciens qui ont été les bons soldats, on leur a dit, écoutez, les médecins, vous leur donnez 24 masques par semaine, c'est tout. Les médecins, pendant ce temps, eux, ils étaient absolument pas, d'ailleurs, protégés, parce que 24 masques par semaine, quand il faut en donner certains à leurs patients, parce qu'ils voyaient des malades qui n'avaient pas de masque, donc ils leur donnaient. Ensuite, ils donnaient, je sais pas, 18 ou 17 aux infirmières, plutôt aux kinés. Est-ce qu'on a le droit, disait-il, de faire des commandes? Surtout, vous n'avez pas le droit de faire des commandes, vous êtes là uniquement pour gérer les stocks d'État. Ils l'ont fait. Et un jour, ils s'aperçoivent qu'il y a des centaines de millions de masques qui vont arriver dans les supermarchés. Donc, moi, j'ai rien contre le fait que les masques soient dans les supermarchés, parce que plus il y a de masques, plus je suis heureux. Mais je comprends et je tiens à dire que les pharmaciens n'ont pas été bien traités dans cette affaire.
Enfin, un dernier mot sur ces masques, justement, un petit mot sur leur prix. On voit déjà leur prix varier d'un commerçant à l'autre. Certains les vendent jusqu'à 9 euros. Vous trouvez ça normal, un prix aussi élevé, Philippe Douste-Blazy? Non, c'est une honte, c'est effrayant. Mais vous savez, toujours en période de crise aiguë, le président employait le mot guerre, mais enfin, en crise aiguë, vous avez toujours des gens qui essaient de se faire de l'argent au détriment de cela. C'est inadmissible parce que nous sommes dans une crise sanitaire, mais vous vous en doutez, malgré le chômage partiel, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent ce qui va se passer demain au niveau de leur salaire. Et c'est comme d'habitude, toujours les plus précaires qui vont être les premiers à terre. Et donc, jouer avec l'argent de ces personnes, c'est inadmissible et je serais personnellement je suis extrêmement choqué que des gens puissent faire de l'argent avec ça. Alors venons donc à ce déconfinement donc annoncé pour demain et tant attendu par donc les Français. Est-ce que vous êtes favorable, Philippe Douste-Blazy, à la réouverture des écoles? Beaucoup de nos auditeurs vous attendent là-dessus. Alors au début, je reconnais que j'étais plutôt comme le conseil scientifique, j'étais plutôt contre la rentrée des écoles, que j'aurais préféré être au mois de septembre. Parce qu'une étude chinoise a montré que 30 à 40% de contamination supplémentaire avaient été vues après l'ouverture des écoles chinoises. Bon. Mais ensuite, j'ai été quand même sensible aussi au fait que il y a des enfants qui décrochent. Et comme toujours, les enfants qui décrochent, c'est dans des familles qui sont les moins aisées. Et puis ensuite, j'ai vu quelque chose qui est un peu discutable, mais c'est le volontariat. Bon. Alors, qui dit volontariat dit risque sanitaire, parce que s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas de volontariat. Résultat, demain, il y aura 1 700 000 écoliers qui vont revenir sur 6 700 000. Bon. Le ministre de l'Éducation nationale souhaiterait que chaque enfant soit revenu une fois à l'école avant la fin du mois de mai. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je crois. Mais vous savez, moi, je suis… Pour des raisons psychologiques. Moi, dès l'instant où… ça a été décidé, je suis un simple citoyen aujourd'hui, je joue le jeu et je pense qu'il faut le faire. Il faut faire juste 2 choses absolument fondamentales. La première, c'est d'être persuadé que la distanciation physique, et c'est très difficile pour des enfants qui sont en CP et même en CM2, d'être le cours élémentaire et surtout les grandes sections des maternelles, de faire de la distanciation physique. Mais si on fait très attention les uns et les autres, si les soignants, les enseignants, les personnels municipaux sont vraiment à distance, si même durant le repas, on fait extrêmement attention, on sait que les enfants transmettent très peu le virus. On le sait, et donc il y a assez peu de risques pour que les enseignants et les familles puissent être touchés. Par contre, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est des études épidémiologiques et des tests, sondages sur les soignants, sur les employés municipaux et sur les familles, pour que les mamans et les papas qui attendent les enfants à la sortie à 17h ou à 16h ne soient pas plus contaminés. Et si jamais il devait y avoir plus de contamination, faire machine arrière. Alors, il y a quand même une question qui intéresse beaucoup des auditeurs de Sud Radio et pas seulement d'ailleurs. C'est ce paradoxe à faire revenir donc des travailleurs dans les grandes villes, dans les transports en commun. On pense évidemment à Paris, mais pas seulement. Alors que l'accès aux plages et aux lacs dans les zones vertes, eux, restent interdits. Qu'est-ce que vous pensez de cet étonnement que beaucoup peuvent avoir ? Oui, moi personnellement, je serais pour une différenciation. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut absolument pas comparer la vie de quelqu'un qui habite la banlieue parisienne et qui va prendre le RER B avec un nombre de personnes qu'il va rencontrer à moins de 1 mètre absolument invraisemblable avec quelqu'un qui va aller sur une plage dans l'ouest de la France sur des kilomètres et qui peut s'organiser pour être à 30 ou 40 mètres de son voisin. Donc ça, je ne le comprends pas. Personnellement, je pense que le couple préfet-maire est très important. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part du Premier ministre, mais il faut maintenant
à la fois sur le plan des plages, mais aussi sur le plan des restaurants, en particulier ceux qui ont, et des bars, qui ont des terrasses. Je pense qu'il faut avancer assez rapidement. À l'inverse, je suis pour qu'on ait un masque en permanence dans l'espace public, je vais même plus loin que le gouvernement, dans les grandes villes. Je pense que même si vous croisez quelqu'un, dans une rue, vu les trottoirs que nous avons dans nos villes, c'est à moins d'1 mètre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut un masque. Et c'est pour ça que le prix du masque dont vous parliez est absolument fondamental, parce qu'il faut changer de masque plusieurs fois dans la journée. Donc, vous partagez l'initiative prise par Christian Estrosi, donc d'obliger les Niçois à porter un masque dès demain dans l'espace public. Oui, ce que je pense, c'est que c'est le mot obligation qui est un mot qui, je pense, est peut-être trop important, parce que en fait, les Français, vous savez, ils sont extrêmement sérieux. Le confinement qui a eu lieu a été fait de manière très sérieuse. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui sortir dans la rue. Si tout le monde a un masque, vous verrez que tout le monde le mettra. Sinon, on regardera la personne de telle manière qu'il finira par le mettre. Philippe Douste-Blazy, médecin, mais aussi ancien ministre de la Santé et notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h. On revient dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Aujourd'hui, Brigitte a protégé des dizaines de SDF en leur apportant un repas chaud. Jérôme a pris soin de personnes âgées en allant leur rendre visite et en les aidant à faire leur toilette. Nadia, elle, a protégé des enfants en situation de précarité en allant les garder quelques heures. Mais eux, qui les protège ? La Fondation de l'Académie de médecine et Action Support France font appel à votre générosité pour fournir des masques à ceux qui protègent les autres. Faites un don pour les masques du cœur sur fam.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour sur Sud Radio, nous sommes jusqu'à 14h en direct dans Les Incorrectibles avec notre invité. Il s'agit du médecin et ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy, justement, on parle sur Sud Radio beaucoup d'événements qui ont lieu dans le Sud, puisque beaucoup de festivals ont dû malheureusement être annulés. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu cette intervention du président de la République qui était assez lunaire cette semaine, qui incitait les Français à réinventer notre été en un été apprenant et culturel. Ça a été assez surprenant, cette intervention. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu ? Moi, je pense surtout que les festivals, et en particulier dans le Sud-Ouest, ce sont des festivals extrêmement importants sur le plan culturel, mais sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que je pense à Jazz Marciac, je pense à d'autres choses. À Toulouse, n'en parlons pas. Donc, il y a là, je crois, un devoir. Simplement, c'est le problème des rassemblements. Et donc, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, dans certains Länder, dans certaines régions allemandes, où vous voyez qu'ils sont en train de revenir dans le confinement parce qu'ils sont allés trop loin dans les rassemblements. Donc, attention, moi je suis, vous savez, avant tout un médecin, et je resterai toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, un médecin. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. Après, ce qu'a dit le président de la République, il avait en face de lui, pour répondre à votre question, je crois, des artistes. Il disait, à la limite, puisque il n'y aura pas de festival et vous ne serez pas sur les planches, pourquoi vous ne viendriez pas dans les écoles faire à la fois lire des textes, du théâtre, de la sculpture, des arts plastiques. Oui, c'est bien, mais le sujet aujourd'hui, malheureusement, n'est pas là. Le sujet aujourd'hui, c'est que tout un aspect économique et culturel de la nation est en train risque de s'effondrer. C'est la raison pour laquelle je reviens au sanitaire. C'est la santé qui prime. C'est le fait d'être le plus responsable. Je pense qu'en définitive, on aura appris une chose durant cette crise, ça s'appelle la responsabilité collective. Nous sommes dans une société où les religions se sont, je dirais, effondrées, malheureusement pour moi d'ailleurs, je trouve, où même les grandes philosophies, les grands combats politiques se sont effondrés et en définitive, on est devenus des individualistes. Eh bien, cette période, avec ce petit virus totalement transparent,
microscopique est venu confiner près de 3 milliards d'êtres humains sur la planète, montrant à quel point nous devons être au contraire collectivement ensemble et solidaires. Il n'y a pas de solidarité internationale aujourd'hui. Et donc c'est ça que je voudrais dire. Oui, mais pardon, Philippe Douste-Blazy, dans les pays que vous citiez comme l'Allemagne, où on assiste justement à un taux de confiance énorme de la population envers ses dirigeants, nous, c'est un peu l'inverse. Alors, je le disais, vous êtes médecin, bien entendu, l'urgence est au plan sanitaire, mais sur un plan politique, vous qui aviez soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez qu'il a bien géré cette crise? Quel bilan faites-vous à ce jour de sa gestion de la crise? Alors d'abord, je pense que vous parliez de l'Allemagne, Angela Merkel est scientifique et elle a parlé comme une scientifique à son peuple. 83% de confiance. Oui, de manière scientifique, de manière extrêmement claire, concrète, en parlant très peu, en se mettant très en avant sur les gestes barrières et en étant, si vous voulez, comme elle est, c'est-à-dire assez froide, mais concrète. Le président Macron, lui, n'a pas cette formation, c'est un homme de très grande culture, par ailleurs, etc. Il n'a pas été clair, il s'est trop exprimé, selon vous? Mais, alors ça, c'est encore autre chose, j'y reviendrai, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait confiance immédiatement, il l'a dit d'ailleurs, à des scientifiques, en disant, moi, je ne le suis pas. Angela Merkel avait cette culture, lui, il ne l'a pas. Il a dit, moi, je fais confiance à des scientifiques. Et là, je dois dire que c'est extrêmement important, votre question, parce que dans une guerre, au fond, il y a un chef. Il y a un chef d'état-major, il n'y a pas 5. Il n'y a pas le président du conseil scientifique, il n'y a pas le président de la haute autorité de santé, il n'y a pas le président, la présidente du haut conseil de santé publique, il n'y a pas le président de l'agence nationale de la sécurité du médicament, et enfin, le président de l'académie de médecine. Or, c'est ça qu'on a entendu, et avec la multiplication des chaînes d'information et des réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait des messages qui étaient des messages, en fait, un peu différents les uns des autres. On a même dit que le masque ne servait à rien. Enfin, je veux dire, des choses absolument invraisemblables qui ont fait que la population française s'est sentie, si vous voulez, un petit peu dans la défiance par rapport au pouvoir politique. C'est parce que, au fond, c'est pas le président Macron qui a parlé, mais il a fait confiance à des gens que je respecte d'ailleurs totalement, parce que je respecte les sociétés savantes, mais je pense qu'en définitive, en période de crise, lorsqu'il est allé par exemple à Marseille voir le président, voir le professeur. Alors on va y venir, justement. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que on revenait comme en période de guerre où le chef va sur le terrain rencontrer les personnes du terrain. Et donc il y a une primauté du pouvoir politique au plus haut niveau et une primauté aussi dans le cas, en l'occurrence, le médecin. Et entre moi, j'y crois pas trop. Moi, j'ai été ministre de la Santé, eh bien j'ai pris des responsabilités et je suis pour qu'on prenne les responsabilités au plus haut niveau. Voilà, si on se trompe, on se trompe, mais si on réussit, on réussit. Mais vous pensez qu'il peut retrouver la confiance des Français? Oui, je pense que cette crise, vous savez, on ne peut pas en permanence non plus vivre sur les sondages matin, midi et soir. Donc, il y a une crise. Cette crise-là, on est tous ensemble pour essayer de la passer. Le moment politique, comme on l'a dit tout à l'heure, reviendra après. J'ai vu des sondages récemment où, en gros, la crise, je dirais en général, sur les hommes et les femmes politiques en France font que les Français estiment que personne n'aurait fait mieux. Donc, c'est une question difficile, vous comprenez. Je pense qu'aujourd'hui, la défiance vient du fait qu'il n'y a pas eu de masque, vient du fait que la stratégie des tests n'a pas été une bonne stratégie, et vient du fait qu'il y a une défiance généralisée par rapport aux politiques. Eh bien, je crois que le moment est venu pour essayer de dire la vérité aux Français et de parler extrêmement sérieusement, directement avec eux, mais en jouant cette carte qui est très importante lorsqu'on fait de la politique, c'est d'être le chef. Alors justement, dire la vérité aux Français, sur un plan économique, comment est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se relever de cette crise, Philippe Douste-Blazy? Alors, autant sur la stratégie sanitaire, je vous ai dit ce que j'ai pensé, ce que j'en pense, et que moi, j'aurais été dans une stratégie totalement différente avec un test généralisé.
soit et avec un essai de confiner le moins possible pour sauver la vie économique du pays, autant sur le plan de la stratégie économique, dans la mesure où le confinement était inévitable. C'est pour sauver les meubles, un confinement sur le plan sanitaire. Dans la mesure où le confinement a été décidé, alors je pense qu'il fallait faire ce qui a été fait. C'est-à-dire, il faut sauver l'appareil productif. Et si vous voulez sauver l'appareil productif, il faut que l'État paye lui-même le chômage partiel pour tout le monde. Alors, vous me dites, j'entends bien, s'il n'avait pas payé le chômage partiel, de toute façon, il aurait été obligé de payer le chômage par ailleurs, par l'assurance chômage. Tout ça est vrai. Mais ce qui est important, c'est de garder... moi, j'ai confiance. C'est-à-dire que je pense que dès que le déconfinement aura lieu et dès qu'on verra s'il n'y a pas de seconde vague, dès que le virus aura disparu, je crois beaucoup qu'il y aura une récession difficile. Je crois qu'il y aura une augmentation du chômage. En tant que médecin, il faudra faire très attention à la précarité parce que quand vous avez une précarité de la société, vous avez des maladies qui arrivent. Il faut faire toujours très attention parce que les personnes les plus pauvres sont plus mal soignées, pas plus mal soignées, mais plus malades que les autres. Et donc, il faudra les soigner. Et ensuite, je suis persuadé que la croissance redeviendra très positive. En parlant des personnes les plus pauvres, vous êtes pour un rétablissement de l'ISF, par exemple ? C'est-à-dire que je pense on peut faire tout ce qu'on veut, mais là vous n'êtes plus dans les clous. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez combien représente l'ISF ? L'ISF, on est plus dans le domaine de la solidarité, vous voyez, dans le domaine de la solidarité, ça je comprends très bien ce que vous voulez dire, dans le domaine du geste de solidarité, mais on n'est pas du tout dans les purs. Là, c'est 1000 milliards qui ont été donnés par la Banque Centrale Européenne, c'est du jamais vu, même en 1929, c'est du jamais vu. Donc, on n'est pas sur 1 milliard, 2 milliards ou 3 milliards. C'est plutôt sur, par exemple, les dividendes. Les dividendes des grandes entreprises, c'est 60 milliards par an. Donc, qu'il y ait cette discussion-là sur les dividendes, oui, bien sûr, je suis tout à fait pour que, au moment où les personnes les plus durement touchées, qui sont les caissières, les caissiers, qui sont les éboueurs, qui sont les soignants, qui sont les infirmières, les médecins, ceux-là qui ont touché vraiment, qui ont été en première ligne et qui ont été les plus touchés par l'épidémie. Quand on voit qu'il va y avoir des chômeurs, quand il va y avoir des gens qui vont être sur le carreau, il est normal que des gens, dans les grandes entreprises, diminuent leurs dividendes. Ça, oui. Mais il faut aussi dire la vérité, c'est pas ça qui va, il faut le faire pour des raisons de solidarité, et c'est pas ça qui va régler le problème. Alors Philippe Douste-Blazy, juste un dernier petit mot sur un plan politique des municipales, puisque le 23 mai, une décision sera prise quant à l'éventuelle tenue d'un second tour. Avant juin, honnêtement, vous y croyez ? Ah non, moi pas du tout. Je ne crois pas du tout que les élections municipales puissent. Alors là, je serais absolument. Si on me posait la question, je serais absolument contre le fait. Pourquoi ? Parce que le sujet aujourd'hui, c'est le rassemblement. Regardez ce qui s'est passé en Corée du Sud avant-hier. La Corée du Sud, c'est vraiment le pays qui s'en est le mieux sorti. Bon. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait des tests, comme on l'a dit, parce qu'elle a mis en quarantaine et parce qu'il y a eu très peu de morts. Eh bien, des jeunes sont allés en boîte de nuit. Donc, une boîte de nuit qui a fonctionné il y a 3 jours. Ils ont été obligés d'arrêter les boîtes de nuit et de reconfiner le quartier parce que c'était une catastrophe. Donc, les rassemblements sont extrêmement importants. Si vous regardez la crise de l'épidémie du Covid-19, vous verrez qu'il y a eu Mulhouse, mais vous verrez aussi qu'il y a eu le premier tour des élections municipales. Parce que, évidemment, quand on est un simple électeur, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est un homme politique, et les militants politiques qui m'écoutent, là, le savent, le soir, où on sort les urnes, on compte, on est les uns sur les autres, on regarde bien si personne ne triche, et puis après on célèbre, soit on est tous ensemble dans la défaite, soit on est tous ensemble dans le succès. Et donc, ce sont des lieux de rassemblement. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas refaire ces élections municipales là
On verra ça en octobre, on verra ça tranquillement. Et vous êtes pour une suppression des résultats du premier tour, vu le faible participation qui a eu lieu, ou vous êtes juste pour un second tour? Vous avez une opinion là-dessus? Non, là, je suis incompétent pour répondre à cette question. Je ne sais pas, j'ai aucune idée là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire sur ça. Ce que je sais, c'est qu'il faut pas organiser des élections maintenant. C'est pas possible parce que vous ne pouvez pas à la fois dire aux personnes, aux Françaises et aux Français, mettez un masque, ne vous rassemblez pas, mettre que 15 personnes, 15 enfants par classe, n'allez pas inviter votre famille ou vos amis à plus de 10, n'allez pas dans les enterrements à plus de 20, et puis en même temps les faire voter. Ça serait n'importe quoi. Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre de la Santé, notre invité en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester connectés ensemble, nous vous proposons un forfait exceptionnel, sans engagement et à petit prix. Profitez en ce moment du forfait BNU 60 Go pour seulement 11,99 € par mois et restez proche de ceux que vous aimez, sans compter. N'attendez plus, ce sont les derniers jours. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans les incorrectibles sur Sud Radio avec notre invité. Nous sommes toujours en direct avec Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre de la Santé. Alors, beaucoup de personnes nous regardent en ce moment sur les réseaux sociaux et bien sûr, le sujet sur lequel beaucoup de personnes veulent vous interroger, vous vous en doutez, c'est bien sûr celui du professeur, que dis-je, Didier Raoult, dont vous êtes un des proches, puisqu'on va le rappeler pour être tout à fait transparent, vous êtes membre du conseil d'administration de la fondation de l'IHU Méditerranée Infection. C'est bien cela? C'est ça. Donc, vous n'êtes pas tout à fait objectif, hein, on peut le dire, mais bon, vous allez nous expliquer comment pouvez-vous nous expliquer que ce traitement à l'hydroxychloroquine continue de susciter encore et encore tant de polémiques. On n'y comprend décidément plus rien. Une étude à New York a révélé que finalement, cette molécule n'avait finalement pas tant que ça d'influence sur ce virus. Avez-vous plus d'informations là-dessus, Philippe Douste-Blazy? Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir dit que j'étais membre de la fondation de l'IHU, tout comme d'ailleurs M. Delfrécy, qui est le président du comité scientifique, qui est autour du président de la République et du ministre de la Santé. Donc, on peut être vraiment d'opinions différentes tout en étant à la fondation. Non, ce que je pense et qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est qu'en fait, c'est une stratégie. Et je regrette que la France soit le seul pays au monde où il y a cette polémique. Parce que la stratégie à Marseille a été très simple. Tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté l'émission depuis le début, on disait que plus on teste, plus on a des chances, évidemment, de dépister de manière précoce une maladie. Si vous dépistez un malade de manière précoce, bien évidemment, vous allez tout de suite l'isoler, voire le traiter avec un antiviral, et donc vous allez diminuer sa contagion, sa contagiosité. Donc vous diminuez le nombre de malades contagieux. Ça, c'est ce qu'a fait le professeur Raoult immédiatement, c'est-à-dire c'était le seul en France à dire à tous ses collègues des unités de recherche et vétérinaires, vous avez des machines de test, allons-y tous, faisons un test et aidez-moi à tester. Et c'est comme ça que 2,5%, je répète, 2,5% des Marseillais ont été testés. Vous vous souvenez de ces files d'attente devant l'IHU qui, les gens voulaient être testés, ben ils étaient testés. C'est ce qu'on aurait dû faire en France. Et donc, je pense que dans les résultats du professeur Raoult, il y a un chiffre qui va sortir bientôt dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est que le nombre de gens atteints de Covid qui sont passés en réanimation sont beaucoup plus bas qu'en France. Pourquoi? Parce qu'il a pris des gens au début, parce qu'il les a testés au début, et deuxièmement, parce qu'il a mis un antiviral. Alors ensuite, lui, il a dit l'hydroxychloroquine. Pourquoi? Parce que les Chinois avaient dit que l'hydroxychloroquine, qui est un médicament totalement, absolument pas dangereux. On connaît les beaucoup, en tout cas, disent qu'il y a des éventuelles complications, notamment cardiaques.
c'est ça. Je vais y revenir. Parce que c'est extrêmement intéressant. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui vient de la nivaquine. Il y a à peu près, pour vous dire, c'est probablement le médicament ou un des 10 médicaments les plus utilisés au monde depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne de ma génération qui n'est pas allée en Afrique pour pas prendre le paludisme et à qui on n'a pas donné la nivaquine. Donc, si c'était un médicament dangereux, on le saurait depuis très longtemps. Ce n'est pas du tout dangereux, mais il faut faire attention à l'électrocardiogramme, en effet. Et si vous faites un électrocardiogramme avant, pendant et après le traitement, vous n'avez aucun risque. D'ailleurs, le professeur Raoult, il maintenant est à 4500, c'est la plus grande série mondiale. 4500 patients, pas un seul accident cardiologique. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 périodes dans la maladie. Et pardon de faire un peu de médecine. La première période, c'est du 1er au 7e jour. C'est le moment où le virus se multiplie. C'est là où vous avez le mal à la tête, les courbatures, la fièvre. Et ensuite, vous avez une seconde période qu'on apprend aujourd'hui à connaître, qui est une phase immunitaire. Ce sont les anticorps. Soit vous en avez trop, soit vous n'en avez pas assez. Et là, il y a une inflammation des poumons, du cœur, et également des reins. Et donc, il y a là une période, évidemment, où c'est autre chose. C'est une période, on appelle ça l'orage cytokinique, une période où on ne peut presque plus rien faire. Bon. Donc, la première période, c'est là où on met des antiviraux. Le professeur Raoult a dit il faut mettre de l'hydroxychloroquine et puis un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. C'est un antiviral. D'autres pays ont fait ça. Ils ont les mêmes résultats, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit au Sénégal. Non, mais c'est peut-être l'antiviral qui fait. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais est-ce que ce ne serait pas l'antiviral, l'azithromycine qui ferait son effet, pas l'hydroxychloroquine? Oui, alors, donc je termine. Donc, ces pays-là ont fait l'association de M. Raoult. Ils ont des très bons résultats aussi. Les Italiens, dès l'instant où ils ont mis l'hydroxychloroquine, ont vu aussi, ils ont publié une baisse. Par contre, et là vous avez raison, c'est que dans certains pays, parce qu'ils ont dépisté très tôt, comme Didier Raoult, mais ils ont mis un antiviral qui n'était pas l'hydroxychloroquine, qui n'était pas l'azithromycine, mais un autre antiviral, ils ont eu aussi de bons résultats. Donc autrement dit, je pense que la grande force du professeur Raoult a été d'abord d'être le premier à comprendre en France qu'il fallait tester massivement, trouver des cas précoces et mettre un antiviral le plus vite possible. Et à mon avis, cette histoire se terminera comme ça et on comprendra qu'il a été le premier à avoir la bonne stratégie, à la fois en test généralisé et de mettre un antiviral. Mais quand les chiffres vont arriver, parce que moi je vois quand même les chiffres des nombres de personnes malades qui vont en réanimation. Si jamais on publie de manière officielle dans le monde entier le fait qu'à Marseille, il y a eu beaucoup moins de gens qui sont rentrés en réanimation par rapport au reste du pays, alors là, oui, comme vous disiez tout à l'heure, il y aura une grande explication après la fin de ce drame. J'ajoute que le ministre de la Santé a décidé de passer un décret pour interdire les médecins français de donner de l'hydroxychloroquine à tout malade atteint de Covid non hospitalisé et encore de réserver à ceux qui sont hospitalisés l'hydroxychloroquine aux cas les plus sévères qui ont besoin d'oxygène. C'est pour ça que j'ai fait une pétition. Cette pétition, elle s'appelle « Ne perdons plus de temps » et c'est sur change.org. Et cette pétition, elle a fait 570 000 signatures. Et je suis heureux et je remercie ceux qui l'ont fait parce que c'est pas à la limite en faveur du traitement, c'est pour éviter. Je ne comprends pas comment on peut empêcher un médecin qui a fait 10 ans d'études de prescrire un médicament qu'on connaît depuis 70 ans, qu'on donne des dizaines de milliers de fois à des gens qui ont un lupus, par exemple, en France, et dont on connaît l'innocuité. Et quand on dit maintenant faire passer ce médicament pour un médicament dangereux, je suis étonné. Parce que pendant ce temps, vous avez aussi des énormes, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une possibilité, vous avez des énormes enjeux financiers à partir de nouvelles molécules antivirales américaines. Et vous verrez le matin Wall Street Journal, pour ceux qui peuvent lire le Wall Street Journal, vous verrez qu'il y a des plus, moins, plus, 4 milliards, 5 milliards de dollars dans les valeurs boursières
de certains laboratoires pharmaceutiques. Vous pensez qu'il y a une Évidemment, guerre de labo derrière cette guerre des égos, par exemple? On pense au propos de Karine Lacombe, très virulente. Je ne me permets pas de dire des choses de manière définitive. Je dis que pour avoir été aux Nations Unies, pour avoir voulu diminuer le prix des médicaments contre le sida, la tuberculose, le paludisme pendant 15 ans de ma vie, pour avoir créé la première communauté de brevets, pour arrêter, pour dire aux laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas le droit de vendre très cher et même de leur demander de vendre 98% moins cher aux pauvres du monde les mêmes médicaments qu'ils le vendent cher aux riches, et je sais de quoi je parle. Je dis qu'il y a des enjeux énormes d'argent derrière et qu'ils auront toujours des gens contre eux, des gens comme moi contre eux, toujours. Oui, vous disiez donc, pour résumer ce que vous dites, hein, c'est donc cette impossibilité aux médecins de ville de prescrire cette hydroxychloroquine qui vous choque principalement. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, notamment Jean-Pierre Giraudot, qui dit qu'interdire ce traitement devrait être apparenté à un homicide volontaire. Vous partagez cette vision? Ah, ça, c'est une question qui se verra comme toujours. Moi, je suis quelqu'un de très calme, je suis médecin, vous savez, avant que je fasse une pétition, c'est la première fois de ma vie que je fais une pétition et que je fais une pétition en plus avec des gens qui ne sont pas médecins. Donc, demander à des gens qui ne sont pas médecins de faire une pétition sur la médecine, sur le plan éthique, ça m'a gêné au début. Je me suis posé la question de savoir si ce que je faisais était bien ou pas. Mais le fait de dire, je ne demande pas aux gens d'être pour ou contre un médicament, je leur dis juste d'être contre le fait qu'on interdise à des médecins qui ont fait 10 ans d'études. Ce médicament, il était encore en vente pratiquement libre dans les pharmacies il y a 3 mois. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est Agnès Buzyn, en janvier dernier, qui a fait inscrire ce médecin sur une liste de médicaments qui seraient du poison, pour résumer. C'est ça. Voilà. Or, ce médicament n'est absolument pas un poison. Et dans les problèmes que l'on voit aujourd'hui cardiologiques, alors, c'est assez étonnant parce que sur la série du professeur Raoult, il n'y en a aucune. Et sur les autres, il faut savoir aussi que cette maladie, comme je l'ai dit, dans la deuxième période, dans la période de 8 jours, 15 jours, touche des organes comme le cœur. Et donc, il y a des myocardites. Donc, il ne faut pas non plus qu'on prenne que toutes les complications cardiaques de la maladie, qu'on regarde bien si ça vient bien de l'hydroxychloroquine ou si ça vient tout simplement de la myocardite. Pour être tout à fait honnête, selon les études que j'ai lues, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'était le dosage de l'hydroxychloroquine qui prêtait à débat, puisque c'est un dosage quand même beaucoup plus élevé que celui qui est prescrit normalement dans le cas du paludisme. C'est 3 fois la dose, c'est ça? Non? Oui, non, c'est un dosage qui est au fond assez modéré, c'est de 600 mg par jour pendant 10 jours. On est vraiment très très loin des doses toxiques. Ce qu'il faut dire, et ça c'est l'occasion pour moi de le dire, c'est la pire chose qui peut arriver pour l'hydroxychloroquine, c'est l'automédication. C'est que des gens puissent en prendre d'eux-mêmes. Parce que ça, c'est évidemment extrêmement grave. Et moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que je voudrais être sûr. Moi, j'ai été honnête tout à l'heure. Je vous ai dit, je crois aux médicaments antiviraux dans un diagnostic précoce. Et à la limite, si c'est l'hydroxychloroquine, tant mieux. Si c'est un autre antiviral, tant mieux aussi. Ce n'est pas le sujet. Je dis qu'on a fait un procès à Didier Raoult, qui est un des plus grands infectiologues de la planète. Enfin, on n'a pas affaire à quelqu'un qui serait un médecin qui serait plus ou moins discuté. Non, il est discuté par personne. C'est quelqu'un qui a eu le premier prix de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, en 2010. Donc voilà. Donc, pardon, Philippe Douste-Blazy, il est discuté quand même par beaucoup de professeurs en France, en tout cas. Je parlais de Karine Lacombe, beaucoup de personnes dont certains étaient membres et sont membres d'ailleurs du conseil scientifique autour du président de la République. Oui. Donc ça doit quand même amener à quelques réactions. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et la raison pour laquelle, ce qu'ils ont dit, ils n'ont rien dit contre le professeur Raoult, d'ailleurs à aucun moment, et je ne vois pas dire comment ils pourraient oser dire quelque chose contre le professeur Raoult. Si, Karine Lacombe a été très virulente, elle a dit… Non, c'est sur l'étude. Non, c'est sur l'étude. C'est pour ça que je fais une différence entre l'homme et l'étude. Non, ce qui est vrai, c'est que là où il y a eu
une discussion, qui est une discussion intéressante d'ailleurs. C'est que normalement, lorsque vous faites une étude, vous traitez des patients, la moitié des patients, là en l'occurrence avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, et de l'autre côté, vous avez un groupe de patients où vous donnez ce qu'on appelle un placebo, de l'eau, rien du tout, et personne ne sait, c'est un double aveugle, ni le malade ni le médecin ne sait sous quel et qu'est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez le bon ou le mauvais. Lui a dit, je n'ai pas le droit, je ne me vois pas en train de regarder dans les yeux un malade, en train de lui dire si oui ou non il aura le bon médicament ou pas, sur le plan éthique. Donc c'est une discussion que l'on peut durer et que l'on peut faire durer pendant des heures, parce que le conseil scientifique a dit, parce que vous n'avez pas créé ce groupe contrôle, je ne peux pas dire que vous me dites que l'hydroxychloroquine marche, je ne peux pas dire de manière sûre qu'elle marche, puisque vous ne l'avez pas comparé à des gens qui ne le prennent pas. Donc on peut en parler des heures et des heures. Donc il y a lui qui dit sur le plan éthique, je ne peux pas le dire à la personne qui est malade, et puis il y a ceux qui disent, mais sur le plan éthique, on aurait gagné beaucoup à ce qu'il fasse un groupe contrôle, parce que du coup, il n'y aurait pas eu de discussion. Voilà. Donc, mais ça, on peut en parler des heures entières. Ce que je sais, c'est que son groupe est rentré beaucoup moins en réanimation que les autres patients en France. Philippe Douste-Blazy, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Il y a une personnalité à la fois médiatique et politique comme vous qui est revenu sur le devant de la scène cette semaine, si l'on peut dire, c'est Nicolas Hulot. Il a décliné son principe autour du thème « Le temps est venu d'eux », auquel se sont ralliées de nombreuses personnalités, notamment Juliette Binoche, Madonna, Robert De Niro et j'en passe. Tous ont ainsi signé une tribune qui est parue le 6 mai dernier dans Le Monde, intitulée « Non à un retour à la normale ». Nicolas Hulot souhaite alerter sur le fait que si nous ne tirons pas les enseignements de cette crise, si nous ne décidons pas de regarder dans la même direction, transition écologique, justice sociale et prospérité économique ne resteront que des vœux pieux. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? C'est-à-dire que c'est très intéressant comme discussion parce que, en fait, il faut faire très, très, très attention. Moi, je suis pour une transition écologique. Mais je sais aussi que on a diminué de moitié le nombre de pauvres dans le monde parce qu'ils ont été capables de trouver un emploi. Et donc, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'usine, s'il n'y a pas de produits que l'on fabrique, alors il n'y a pas de salaire derrière. Donc, c'est très bien de pouvoir dire ça lorsque on va bien et qu'on a un emploi à soi-même et qu'on ne manque de rien. Mais attention, voilà. Donc, oui à la transition écologique, ne perdons pas, n'oublions pas que vous avez plus d'1,5 milliard de personnes qui gagnent moins de $3 par jour. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre de la Santé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Merci à Micha Agar ainsi qu'à Quentin Cabanis à la réalisation, à Nicolas Philippi au digital ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Cette émission que vous pourrez revoir dès cet après-midi en replay sur YouTube et les différents réseaux sociaux. Merci à vous, bonne journée et à la semaine prochaine.